Bienvenue sur Diversino, le podcast pour les atypiques qui cherchent leur place au travail et qui les invite tout simplement à la prendre. Ici, on parle de neurodiversité afin de partager des trucs et astuces et des bonnes pratiques pour mieux l'intégrer dans les organisations et révéler son plein potentiel. Ce podcast s'adresse à la fois aux principaux concernés et aussi aux professionnels des RH, aux managers qui veulent faire en sorte que tout le monde puisse révéler tous ses talents au travail. C'est un grand plaisir d'être présent dans ce festival de podcasts, le Pod BXL, et d'enregistrer 2 épisodes en live. C'est une première pour Diversino avec des super invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Zineb Bensaïd, qui est une Woman in Tech, multi-entrepreneuse. Elle est responsable pour le Benelux, pour Woman in Tech, et elle est elle-même neuroatypique et maman solo. Bienvenue Zineb. Merci beaucoup Isabelle. Veux-tu rajouter quelques mots? De toute manière, ça va être ma première question en fait. Donc, je vous fais mariner un petit peu. Je voulais justement te demander quel est ton parcours en fait par rapport à la découverte de ta propre neuroatypie et comment est-ce qu'il s'articule avec ton parcours entrepreneurial? Donc moi, en fait, ma neuroatypie, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps. En fait, c'est il y a 3 ans. Ce qui a déclenché en fait le fait que je travaille sur moi, c'est suite à une séparation. Et donc, c'est vrai que là, j'ai fait un travail sur moi, et c'est là où justement, j'ai essayé de me comprendre, d'analyser vraiment ma personne pour pouvoir justement. Et c'est là où j'ai découvert justement cette neuroatypie, donc que j'avais depuis très longtemps en fait, mais où je n'arrivais pas à mettre des mots là-dessus. Et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, avec mon analyse, en faisant beaucoup de lectures sur le développement personnel, sur la psychologie, je suis aussi passionnée sur ces sujets-là. C'est là que j'ai pu justement découvrir beaucoup de spécificités, mais effectivement au départ, je me sentais pas comme les autres, en décalage avec un peu la vie sociale, les personnes qui m'entouraient. Et donc, oui, on réalise pas au départ, on se pose la question intérieurement, c'est quelque chose dont on parle pas forcément. Et c'est par la suite où vraiment, il faut des fois, il faut un déclencheur. Oui. Et donc moi pour ma part, parce que c'est des sujets par exemple qui sont pas moi je pense que c'est des sujets aussi qui étaient tabous de parler de psychologie à l'époque. Et donc c'est vrai que je vois aussi une démocratisation en fait de la parole en fait dans la vie de tous les jours. Et donc c'est là au fur et à mesure en fait où on découvre beaucoup de choses sur soi. Et parlons clairement, on parle d'étiquettes. Quelles sont les étiquettes en fait que tu as découvert? Quels sont les mots pour mettre des mots sur les choses, sachant qu'on ne réduit jamais une personne à un mot ou à une étiquette? Tout à fait. Donc moi je suis aussi contre en fait l'euroétiquette, et c'est pour ça que j'aime bien le terme neuroatypique, parce que ça englobe beaucoup de spécificités. Moi pour ma part, je suis hyper active, donc ça c'est un avantage que j'ai en tout cas dans ma vie entrepreneuriale. Après, c'est vrai que je réfléchis différemment, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'informations, je traite énormément d'informations, je les traite comme je peux, et je fais des liens entre beaucoup de choses. Plus de liens que la plupart des gens, ça surprend parfois ton entourage? Oui, tout à fait. Et en fait aussi, je pense que le résultat des raisonnements sont complètement des fois décalés par rapport à certaines personnes qui peuvent avoir un raisonnement et un résultat spécifique. Je peux avoir justement un résultat et un raisonnement spécifique, mais je pense que ce n'est pas dû seulement à la neuroatypie. Je pense que c'est quelque chose qu'on développe avec le temps. Après aussi, je pense que j'ai toujours fait beaucoup de choses. J'ai été toujours passionnée par beaucoup de choses. J'ai fait de la musique, donc guitare, quand j'étais petite, du dessin. Donc j'avais une partie vraiment artistique. Je fais beaucoup de sport. J'ai voulu tester un peu tous les sports quand j'étais ado. Tu me dis que tu es hyper active, voilà, qu'il y a un TDAH. C'est vrai que le besoin de mouvement dans le corps, c'est une des caractéristiques qu'on retrouve souvent. La capacité à penser out of the box et à innover, c'est une des caractéristiques aussi qu'on trouve, et je trouve très important justement de pouvoir mettre en lumière pas seulement les aspects
de troubles ou de négatifs qui sont fort médiatisés, puisque les étiquettes, celles qui existent dans la Bible de la santé mentale et la psychiatrie, le DSM-4, je ne sais plus à quelle édition ils sont. À l'époque où j'étais en santé mentale, c'était le 4. Entre-temps, ils sont sûrement plus loin. On parle de troubles, on parle de creux, mais il y a aussi le potentiel autour. Ça, c'est important. Tu as parlé d'hyperactivité. Est-ce qu'il y a encore d'autres étiquettes que tu n'as pas mentionnées ? Je pense qu'aussi, par exemple, par rapport aux émotions, donc c'est quelque chose que je ressens très fort. Et donc, il y a des moments en fait, où il y a des mécanismes que j'utilisais qui m'ont permis, on va dire, d'avancer avec le fait de ne pas forcément les ressentir. Une grande empathie, tu veux dire ? Oui, je suis énormément empathique. Et donc, et c'est vrai que je peux être vraiment submergée. Je vois un film, je pleure, quoi. Oui. Donc, parfois, c'est dérangeant pour toi, tu veux dire ? Je pense que oui, des fois, c'est dérangeant. Par exemple, moi, je me rappelle toujours, j'étais à une salle de cinéma et c'était vraiment... c'était un film hyper dramatique. Et donc à la fin, moi j'étais complètement en pleurs et en fait je voyais les personnes limite pas réagir, en fait pas avoir d'émotion, et pour moi ça m'a pris, je me suis dit mais comment on peut ne pas avoir d'émotion pour un film comme ça ? Et donc voilà, c'est... Ça me fait penser, comme on est avec un public, j'avais prévu de l'interactivité, je me laisse prendre dans le flot de l'interview. J'ai distribué à tout le monde des cartes rouges et vertes, et en fait le but de ces cartes, c'est de vous poser la question pour différentes choses que nos invités vont nous partager pour savoir si vous vous reconnaissez. Et là j'ai envie de prendre cette caractéristique que tu viens de nous décrire en toute humilité, et merci pour ce partage, et de vous dire, est-ce que ça vous arrive aussi de vous sentir parfois submergé par les émotions, d'avoir beaucoup d'empathie? Si oui, mettez cette carte verte en l'air, et puis sinon une rouge, comme ça nous donnera une idée, et on va relayer ça dans le podcast pour les dire écoutez, on voit presque que des cartes vertes, c'est incroyable. Donc on est face à ça un fait public plaisir. où on n'est pas la seule. C'est ça. Tout à Super, fait. Merci. Alors, par rapport à ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu peux nous dire, justement, tu nous as parlé de la découverte de cette exploration, toi, au moment de ton divorce. Comment ça s'inscrit par rapport à ta carrière et le fait que tu te sois lancé comme entrepreneur ? Alors moi, c'est vrai que, on va dire, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition depuis que je suis vraiment jeune. J'ai fait un parcours complètement atypique, c'est-à-dire je suis venue du Maroc, j'ai fait mes études en France, j'ai fait mon expérience professionnelle en Belgique, j'ai travaillé à l'international, donc je travaille avec différentes cultures. Et en fait... Et je suis partie toujours avec la notion de base, surtout qui vient de... Donc j'avais ma mère qui était médecin, et je suis partie toujours avec cette notion de base que je dois traiter en fait chaque humain de la même manière, en fait. Donc je suis partie vraiment avec cette base dans ma vie et de tous les jours, que ça soit homme, femme, nationalité différente, voilà. Et en fait j'ai toujours considéré, j'ai eu vraiment toute cette vision humaniste finalement de l'humain. Et donc, en fait, ça se voit dans ma carrière. En fait, c'était vraiment... j'ai fait des choix de carrière par rapport à l'humain, en fait, qui m'accompagnait. Donc, j'ai eu beaucoup de mentors qui m'ont soutenue pendant toute cette période-là. Mais j'ai un profil complètement atypique, c'est-à-dire je ne suis pas partie dans des grosses structures, je suis restée dans des petites structures où, justement, l'humain est vraiment clé. Et donc, après, j'ai voulu, justement, quand j'ai fait ce travail sur moi... Après, donc c'est là où j'ai créé aussi ma société avec d'autres associés. Et dans tout ce qui est justement, on a essayé de digitaliser tout ce qui était levée de fonds. Donc ça a été, et en même temps, j'ai travaillé plus dans le conseil sur les marchés internationaux. Et donc j'ai voulu justement, c'est là où, quand on crée, donc ça crée, c'est tout, c'est vraiment beaucoup de... ça a été beaucoup, pour moi, c'était vraiment beaucoup de joie et beaucoup de challenge. C'est très intéressant de réaliser dans ton parcours que dans ta vie, à un moment, tu découvres que ce sentiment de décalage a peut-être des noms ou peut s'expliquer par certaines caractéristiques que toute la population ne partage pas. Et comme par hasard, c'est peu de temps après que tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu décides de fonder ta propre structure. Oui, et en fait, moi, en tout cas, dans l'entrepreneuriat, je dis quelque chose de fort. En fait, il faut se connaître soi avant d'entreprendre. Et ça, moi, je suis assez vecteur de ce message. Donc, je prends plusieurs prises de parole. Et pour moi, c'est vraiment clé. C'est-à-dire, pour moi, un entrepreneur doit d'abord travailler sur soi pour pouvoir coacher même les autres et former son équipe.
Ok, super. Et en quoi est-ce que tu penses que cette manière que tu as de ressentir les choses, de penser différemment, parfois peut-être plus vite ou en faisant des liens entre des concepts ou des idées plus éloignées ou avec plus de créativité que les autres, ça a influencé ta vision du travail, ta manière de travailler, ta manière de manager aussi? Oui, complètement. En fait, je pense que on est aussi très attaché aux valeurs. Donc, Oui. donc des fois, ça peut être des avantages ou des freins. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'ai envie de travailler avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler, qui partagent les mêmes valeurs. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, en tant qu'entrepreneur aussi, on choisit. C'est-à-dire, je choisis vraiment avec qui j'ai envie d'accompagner, voilà, quel entrepreneur j'ai envie pour qui j'ai envie de faire un parcours. En fait, pour moi, c'est un long parcours. Tout ce qui est levée de fonds, c'est un parcours avec l'entrepreneur. Donc des choix forts dans les personnes avec qui tu travailles. Oui. Ça veut dire peut-être parfois aussi, est-ce qu'il t'est arrivé de refuser de travailler avec des clients qui sur papier pouvaient être alléchants, mais parce que tu sentais qu'au niveau des valeurs, il n'y avait pas de clic? Ouais. Et moi, généralement, je travaille vraiment voilà, si je dois sentir vraiment la personne et être à l'aise pour pouvoir travailler avec elle. Ok. C'est vrai que c'est une caractéristique qu'on retrouve chez les profils neuroatypiques que j'accompagne, c'est ce côté, les valeurs sont tellement importantes que si à un moment elles ne sont pas respectées, c'est totalement insupportable. En fait, c'est un sens éthique super fort, une intolérance plus à l'injustice. Tiens, mais ça me fait penser, est-ce que notre public se reconnaît? Je vois déjà une petite carte verte se faire son chemin. Si vous reconnaissez, mettez la carte verte en l'air. Si ce n'est pas le cas, plutôt le rouge. Mais à nouveau, beaucoup de cartes vertes dans notre public, dans la salle. Alors, je voulais aussi te demander en quoi ta singularité est un atout pour toi et pour tes clients et pour ton business. Moi, souvent, en fait, quand je prends aussi des prises de parole, souvent le retour que j'ai, c'est que je crée en fait un discours authentique. Et en fait, ça aussi, j'essaie en tout cas, on n'est jamais authentique à 100%, je veux dire, dans le sens où il y a des choses... En fait, je pense qu'il y a des choses qu'on ne partage pas, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas authentique. Et donc, on a aussi le droit de ne pas vouloir partager certaines choses. Mais en tout cas, je pense que j'essaye d'être vraiment le plus authentique. Et ça, dans mes prises de parole publiques, c'est quelque chose que j'ai souvent... en tout cas, c'est le feedback que j'ai de créer justement un safe environment, donc un environnement sécurisant pour pouvoir avoir justement des prises de parole, de pouvoir débattre de plusieurs choses et de ne pas avoir un discours... voilà... qui répond pas finalement à l'authenticité, quoi. Et à nouveau, je prends l'opportunité, je pose la question à notre public ici dans la salle, mais en fait, vous qui nous écoutez aussi dans le podcast, prenez aussi ce temps-là pour vous poser la question, mais tiens, est-ce que je me reconnais dans ce trait de caractéristique et dans le fait d'être vraiment authentique et de vouloir aller parfois, on dit jusqu'à la moelle, dans les relations avec les gens pour toucher l'essence? Carton vert en l'air ou réponse dans votre tête? Ah, c'est un petit peu plus mitigé, mais je vois quand même encore pas mal de verre. Alors, il y a toujours les deux faces d'une médaille, le positif, le négatif. Est-ce qu'il y a des challenges que cette manière particulière que tu as de fonctionner te pose dans ton business? Challenge, je pense que des fois... en fait, ça intervient beaucoup, à mon avis, dans les stratégies qu'on met en place. Et surtout dans tout ce qui est négociation ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, il y a un aspect justement émotionnel qu'on sent et il y a un aspect plus pratico-pratique. Et donc, c'est vrai que des fois, je peux ne pas forcément être d'accord. Mais après, ça, c'est humain de ne pas être d'accord avec l'autre. Mais c'est vrai que voilà, des fois, il peut y avoir quelques challenges où des fois, par exemple, je vais aller dans une anticipation de quelque chose et au final, on me dit mais non, mais ça ne va pas se passer comme ça. Et au final, c'est ce qui arrive. Donc je ne dis pas que ça se passe tout le temps, mais c'est quelque chose qui arrive. Donc c'est cette capacité à sentir les choses qui vont arriver, à faire des scénarios et assez souvent de voir que la réalité te donne raison. On appelle parfois ça le syndrome de Cassandre. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Cassandre dans la mythologie. Elle avait le don de voir l'avenir, mais en même temps, le contraire d'un don, c'était, on l'avait... une malédiction, merci, je ne trouvais plus le mot, qu'on n'allait jamais l'écouter ou la croire. Donc ça peut être vecteur de frustration aussi dans le monde des organisations d'avoir raison un peu trop vite. Mais à nouveau, notre public, est-ce que vous reconnaissez dans ce trait? Oui, mais je vois encore pas mal de verres.
Alors, quel truc est-ce que tu mets en place pour faire face justement à ces différents challenges? Qu'est-ce qui t'aide pour faire du business? En fait, moi personnellement, je pense que être entouré des bonnes personnes, c'est clé. Okay. Moi, je suis pas quelqu'un d'individualiste, donc j'aime bien le travail d'équipe. Et donc, en fait, après, être entrepreneur, c'est aussi choisir avec qui on veut travailler. Donc, j'ai cet avantage-là de vouloir travailler même avec des prestataires externes, mais avec des personnes avec qui je connecte, en fait. Mais aussi... pour moi, c'est aussi aider. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En fait, pour moi, c'était important de communiquer là-dessus, de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes qui nous ressemblent. Et c'est vrai que je pense que quand on découvre en fait ces traits-là, on est aussi attiré vers ce type de personnes. Donc, c'est vrai que en fait, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui étaient comme moi, mais qui n'en parlent pas forcément. Et donc, voilà. Les fameuses antennes des neuroatypiques, c'est-à-dire que même sans s'en parler, finalement, on dit qu'on peut se reconnaître. Et c'est vrai que c'est vraiment important d'être entouré pour se sentir, tu disais au début, moins en décalage ou extraterrestre, ou bien de pouvoir laisser toute liberté à sa parole ou à son raisonnement sans se censurer pour dire on ne va pas me comprendre, il faut que je ralentisse. Parfois, ça peut être un petit peu frustrant. Donc, c'est peut-être un truc pour nos auditeurs. En effet, trouvez-vous votre tribu de pairs, et là où vous vous sentez bien et vous avez l'impression que c'est fluide. C'est un élément vraiment soutenant. Et il paraît qu'il y aurait plus de neuroatypiques dans la communauté des entrepreneurs. Je n'ai pas retrouvé les statistiques qui étaient partagées par Mélodie Ardouin, qui est une experte française du sujet, mais on le prend avec et on investigue. Regardez un peu autour de vous. Alors, j'ai aussi une question pour les personnes qui sont dans le monde de l'entreprise, les responsables RH, les responsables diversité, inclusion, qui nous écoutent, nombreux j'espère, pour te demander qu'est-ce que tu trouves qui devrait changer dans le monde du travail pour mieux intégrer cette neurodiversité. Parce que toi aussi, tu as eu un parcours pas seulement entrepreneurial, mais tu as navigué dans d'autres organisations, plutôt petites, tu m'as dit, où tu étais aligné avec les valeurs. Mais tu pourrais peut-être nous dire qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti bien dans certains environnements, et aussi qu'est-ce qui était peut-être moins OK et que tu aimerais qu'il change à l'avenir si tu avais la baguette magique. Je pense que c'est vrai que j'avais commencé dans une plus grande structure et là, j'étais plus dans une fonction administrative. Parce qu'au départ, je devais trouver un travail et c'est vrai que c'était un peu compliqué à cette époque-là de trouver. Et là, c'est vrai que des tâches répétitives... pour moi, c'était compliqué, quoi. Donc, en fait, au départ, je suis hyper motivée parce que voilà, le métier est nouveau et donc j'étais vraiment motivée par faire ça. Mais à un moment, en fait, quand j'ai fait le tour, c'est vrai que je me disais, c'est quoi la suite ? Et donc, et justement, je pense que c'est hyper important de former en fait les ressources humaines, de former le management en fait à ce type de profil, parce qu'en fait, le plus important quand on comprend en fait la diversité des profils, c'est de pouvoir les placer à bon escient. Et donc d'où l'importance en fait qu'on comprenne et qu'on analyse très rapidement ce type de profil pour les mettre à bon escient au sein de la société, parce que c'est avec justement des profils diversifiés qu'on arrive justement à monter une société viable et productive. Donc j'entends au moins 3 messages. Quand vous avez des collaborateurs qui n'en peuvent plus de faire la même chose parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait le tour, écoutez-les, cherchez avec eux comment on peut twister, rendre de l'intérêt à la fonction, peut-être les faire évoluer vers autre chose. Deuxièmement, responsable RH, manager, formez-vous pour comprendre de quoi il s'agit. Moi, j'ai eu des clientes hypersensibles et qui me disaient que leur manager leur mettait comme objectif d'année, écoute, en fait, cette année, ton objectif, ça va être de ne pas pleurer. Et en fait, quand on comprend un petit peu de quoi il s'agit, on se rend compte de l'absurdité, de la méconnaissance. C'était peut-être pas fait avec la mauvaise intention, mais en fait, et quand on est la personne qui doit apprendre à son manager ce que ça veut dire, on est plutôt mal mis, en fait. Et le troisième point, je le sais plus, j'ai perdu, tu peux me le rappeler? Non, le troisième point, c'est de voir ça comme un avantage, justement, et pas comme un inconvénient, en fait. C'est pas que la formation est nécessaire et elle est nécessaire pour toute la vie, en fait. On apprend constamment.
Et en fait, je pense aussi échanger en fait avec les équipes est clé, parce que c'est comme ça qu'on arrive justement à détecter ça et de créer justement un climat de confiance au sein d'une équipe. Permet d'avoir plus de cohésion dans l'équipe et que le fait juste que mon collègue me comprenne, oui. voilà, ça c'est important aussi. C'est pas qu'au niveau management et RH, mais en fait de sensibiliser, je pense, tout le monde en fait à cette problématique. Donc, ouvrir les yeux pour se dire « Ah tiens, ça existe, ça concerne même une personne sur 5 » quand on inclut les troubles 10, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. Et donc, compter dans votre équipe ou dans votre structure, ça en fait combien ? C'est quelque chose de plus ou moins invisible. La plupart du temps, de temps en temps, c'est visible. Mais quand on fait en sorte que ce soit possible d'en parler, finalement, tout le monde en bénéficie d'aménagement, de dire comment on va pouvoir chacun utiliser au mieux les talents. Ici, on en parle dans le cadre des personnes neuroatypiques, mais tout le monde dans une équipe a envie de pouvoir travailler un maximum du temps dans ses talents. Ça ne veut pas dire que personne ne va faire les trucs qu'on n'a pas envie de faire. On va peut-être aussi se partager les dossiers de merde parce qu'il faut bien les faire, mais avec une forme de conscience et d'équitabilité. Et alors, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est, toi qui es dans l'entrepreneuriat maintenant depuis un certain temps, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs neuroatypiques ou aux futurs entrepreneurs, ceux qui ont envie de se lancer ? Comme je dis, en fait, ayez confiance en vous, travaillez sur vous, suivez des fois votre intuition. Donc, il y a la partie rationnelle et la partie émotionnelle. En fait, bon, il y a des équipes pour et contre des deux côtés, mais je pense qu'il faut suivre, pour moi, des fois ces intuitions, parce qu'elles peuvent être fondées, et s'entourer des bonnes personnes. Pour moi, c'est clé. Faire son réseau avec les bonnes personnes, pour moi, c'est la clé dans l'entrepreneuriat. Super, l'intuition, c'est ce que notre cerveau ne sait pas encore, il paraît. Mais, merci beaucoup, Zineb. C'est vraiment super d'avoir partagé ta vision, ton parcours et ces différents trucs et astuces. J'espère que ça aidera beaucoup de personnes au travail et d'entrepreneurs, atypiques ou non. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Diversino. Si vous voulez m'aider à le faire voyager, vous pouvez me laisser un avis, un commentaire ou le partager avec une personne que ça pourrait intéresser. Je serai super heureuse de lire vos feedbacks et vos avis.